Les informations collectives donc, sont normalement des temps que l'on organise donc ouverts et de présentation de l'économie sociale et solidaire, sans prérequis. Le but de la matinée, là, ce sera de vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on appelle économie sociale et solidaire et quels sont ses débouchés, que ce soit en matière de création d'entreprise ou d'emploi, voilà, ou de bénévolat, de volontariat, parce qu'il y a différentes formes d'engagement dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est le but un petit peu de la matinée, vous rappeler un petit peu la définition de ce que c'est et c'est de ses débouchés. Donc c'est des temps qu'on organise normalement en physique. Voilà, on devait organiser cet événement dans les locaux de l'APEC à Orléans, du coup, mais on n'a pas pu le faire, voilà, pour les raisons que vous connaissez malheureusement. Mais on a souhaité maintenir quand même ce temps d'information collective sous format webinaire, puisqu'on a un outil qui nous permet de réaliser des webinaires. Donc voilà. Donc je vois un petit peu sur le chat que tout fonctionne bien, donc c'est super. Donc je poursuis. Alors, hop, et puis merci de vos réponses. Alors du coup, l'économie sociale et solidaire, donc je vais vous présenter. Alors ça ne veut pas défiler, c'est un petit peu compétent là. Un tout, je vais faire comme ça. Ah oui, en cliquant dessus, ça va mieux. Donc voici le déroulé un petit peu de l'exposé d'aujourd'hui. Donc je vais vous représenter la définition de ce qu'on appelle économie sociale et solidaire. Donc voilà, puisqu'il y a une loi qui cadre ce terme, voilà, même si on a tous une petite idée de ce que ça peut être, il y a quand même une loi qui cadre ce qu'on appelle économie sociale et solidaire pour protéger un petit peu ce terme. Je vous donnerai des exemples de structures, d'entreprises de l'économie sociale et solidaire en région Centre-Val de Loire. Alors c'est plutôt des exemples orléanais de tête que j'ai mis, mais voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent d'ailleurs d'Orléans. Il y a bien sûr des structures de l'ESS partout en région Centre, mais j'ai pris plutôt des exemples orléanais. Quelques chiffres sur l'ESS en région Centre-Val de Loire, qu'est-ce que ça représente en termes d'emploi, d'entreprise, dans quel secteur d'activité on la retrouve, etc. Un petit zoom sur les métiers de l'économie sociale et solidaire, quel type de métier on peut exercer, quelles peuvent être les compétences, les diplômes aussi qui mènent à l'économie sociale et solidaire. Donc ce sera dans le volet se former à l'économie sociale et solidaire. Un petit temps sur la création d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire. Et enfin, toute fin, voilà, si on a le temps, mais voilà, je pense qu'on aura largement le temps, en format en ligne, de vous présenter en quelques mots la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire Centre-Val de Loire, donc qui est l'organisme pour lequel je travaille, voilà, puisqu'il est d'abord essentiel de bien comprendre ce qu'est l'économie sociale et solidaire avant de vous présenter peut-être les missions de la CRES, voilà, qui sont directement liées à cette économie-là. Donc voilà un petit peu pour le déroulé de la matinée. Donc comme je vous l'ai dit, on prendra 2 ou 3 temps de questions. Chloé, n'hésite pas à m'arrêter s'il y a beaucoup de questions qui viennent d'un coup. Voilà, sinon je pense prendre des temps de questions après vous avoir donné la définition, et puis après vous avoir donné les exemples et les chiffres, et puis la suite. Voilà. Donc je poursuis, puisque je pense que tout fonctionne bien là. Donc je vous présente la définition de ce qu'on appelle économie sociale et solidaire. Donc c'est la définition de la loi relative à l'économie sociale et solidaire, donc une loi qui a été votée le 31 juillet 2014. Cette loi a pour but de donner justement un cadre à ce qu'on appelle économie sociale et solidaire, non pas qu'elle n'existait pas avant 2014. Hein, voilà, l'économie sociale et solidaire, on a l'habitude de dire que c'est une vieille dame, voilà, qui existe depuis plusieurs décennies, voire depuis toujours, parce que ça repose sur des principes en fait de coopération entre êtres humains. Et voilà, il y a toujours eu des systèmes de coopération entre êtres humains depuis les Égyptiens. Enfin voilà, il y a des formes de mutualisation qu'on peut dater depuis les Égyptiens, en passant par les systèmes de compagnonnage au Moyen-Âge, etc. Mais il y a vraiment une définition légale de ce qu'on appelle l'ESS que depuis 2014. Voilà, donc c'était suite aux crises économiques, il y a eu besoin de définir, de protéger un petit peu ce cycle de ce qu'on appelle économie sociale et solidaire pour éviter un petit peu ce qui est social ou greenwashing, etc. Donc protéger ce cycle, reconnaître aussi cette économie comme vraiment une économie à part entière, donc ce qui est une chose forte de la part de l'État, voilà, puisque les relations entre les entreprises de l'ESS et l'État n'a pas toujours été simple dans l'histoire de l'ESS. Donc voilà, et cette loi, elle outille aussi l'économie sociale et solidaire pour l'aider à se développer. Elle simplifie la création de certaines structures, elle donne un cadre juridique à d'autres. Voilà, elle crée des dispositifs pour l'aider à changer d'échelle. C'était aussi le but de cette loi. Non seulement en plus de la reconnaître, la faire changer d'échelle, faire en sorte qu'elle pèse plus dans l'économie globale. Mais on verra ça, ce qu'elle pèse dans les chiffres tout à l'heure. Donc la loi sur l'économie sociale et solidaire,
elle définit l'ESS, du coup, donc économie sociale et solidaire, comme un mode d'entreprendre adapté à tous les domaines de l'activité humaine auxquels adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes. Donc, les principes que je vais vous énoncer sont communs à l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire. C'est un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices, puisque les structures de l'économie sociale et solidaire ont une finalité sociale, voilà, un but autre que se partager un maximum, gagner un maximum d'argent et se répartir les bénéfices entre actionnaires, entre propriétaires de l'entreprise. Il y a vraiment un but autre dans toutes les structures de l'ESS. Le but, l'argent n'est pas une fin dans l'économie sociale et solidaire, mais il est un moyen d'atteindre et de créer les projets. Donc ça ne va pas être la finalité première de gagner un maximum de bénéfices et de se les répartir. Donc ça, c'est vraiment commun à toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on la retrouve dans différents secteurs de l'activité humaine. Voilà, ça, on le verra dans les exemples que je vais vous donner. On parle vraiment d'une économie et pas d'un secteur d'activité. Voilà. Donc, le deuxième principe, c'est un principe de gouvernance démocratique. Gouvernance démocratique, c'est tout simplement la manière dont vont être prises les décisions dans l'entreprise. Qui va décider quels produits, services on va développer, qui va décider du projet de l'entreprise. Eh bien, dans l'économie sociale et solidaire, on dit que la gouvernance est démocratique, on dit qu'une personne est égale à une voix, donc ce qui est différent un petit peu du principe d'actionnariat, où le principe d'actionnariat, en fait, c'est celui qui injecte le plus d'argent dans une entreprise qui a le plus de pouvoir. Voilà. Quand vous achetez 1% des actions d'une entreprise, vous avez 1% du pouvoir de l'entreprise. Vous achetez 20% des actions de l'entreprise, vous avez 20% du pouvoir. Vous achetez plus de 50% des actions, vous êtes actionnaire majoritaire de l'entreprise. Et donc, en étant actionnaire majoritaire de l'entreprise, vous pouvez décider seul des produits et services que vous allez développer, du projet de l'entreprise. Voilà. Et donc, l'économie sociale et solidaire, c'est différent de ce modèle-là d'actionnariat. On dit qu'une personne est égale à une voix, quel que soit l'argent que vous allez payer pour adhérer à l'association, cotiser à la mutuelle ou les parts sociales que vous allez acheter. Voilà, ça a des formes, des noms différents suivant le type d'entreprise de l'ESS, mais le principe est commun, c'est que tout le monde a une voix. Donc voilà, vous achetez, les cotisations ne sont pas toujours les mêmes dans une mutuelle, mais vous avez toujours une voix dans l'Assemblée générale pour élire vos représentants. Vous-même vous présentez en tant qu'adhérent ou de l'association, de la mutuelle, vous présentez pour devenir élu du conseil d'administration, et tout le monde a une voix, quel que soit l'argent que vous payez, vous cotisez dans l'entreprise. Donc vraiment différent du principe d'actionnariat où c'est celui en gros qui met le plus d'argent qui est le plus fort. Dans l'ESS, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est ce que ça veut dire, ce principe de gouvernance démocratique. Les décisions stratégiques, voilà, sont prises de manière démocratique. Et enfin, le dernier point qui est défini par la loi, c'est la question de la lucrativité encadrée, donc qui rejoint un petit peu la même idée que le premier principe. Lucrativité, ça veut dire la manière dont vont être répartis les bénéfices. Donc lucrativité, ça veut dire en fait même plus justement que ça rapporte de l'argent à certaines personnes dans l'entreprise qui ont acheté des actions ou des parts sociales, voilà, dans le cadre de coopératives. Eh bien, cette lucrativité, elle est encadrée, voire impossible. Dans 90%, 95% des cas des structures de l'ESS, elle est impossible. On parle d'associations à but non lucratif. Voilà, donc ça veut dire que les bénéfices qui sont réalisés dans les entreprises de l'ESS, ils peuvent pas être redistribués intégralement, voire ils ne peuvent pas être redistribués du tout dans le cadre des associations à but non lucratif ou des mutuelles qui sont aussi à but non lucratif. Les bénéfices, donc l'argent qui est gagné à la fin de l'année, qui reste quand vous soustrayez l'ensemble de vos produits à vos charges, si votre entreprise est rentable, il reste des bénéfices. Les bénéfices, ils servent à développer en fait l'entreprise, donc ils sont soit mis de côté à la banque, on les épargne, voilà, pour faire des réserves, au cas où il y a une année de moins bien, on a des réserves, ou on les réinvestit pour le développement de l'association au bénéfice des adhérents, de la mutuelle, de l'association, mais ils sont pas redistribués sous forme lucrative à des personnes qui ont acheté des parts de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça veut dire non lucratif, mais il y a des structures de l'ESS dans lesquelles c'est encadré. Voilà, les coopératives, il y a une possibilité
de rémunération des associés, des personnes qui ont acheté des parts sociales, mais dans des proportions très encadrées. C'est-à-dire qu'il y a des pourcentages à respecter. Il y a au minimum dans les coopératives, alors dans les SCOP, je reviendrai sur les SCOP, l'exemple des SCOP, qui sont des entreprises grossièrement possédées par leurs salariés. Vous avez un minimum de 12% ou 11% qui doivent être mis en réserve. Donc c'est obligatoire, c'est dans les statuts des SCOP. Et ça, ces pourcentages qui doivent être mis en réserve, il n'y a aucune règle qui est définie dans les entreprises SA, SARL. Les bénéfices dans les entreprises classiques, dites capitalistiques, c'est les actionnaires, voilà, et encore une fois, celui qui a mis le plus d'argent qui va décider de ce qu'ils vont en faire. Voilà, dans les entreprises coopératives, vous avez des pourcentages à respecter entre mise en réserve, répartition entre l'ensemble des salariés et répartition entre les associés. Donc des pourcentages à respecter. Donc c'est pour ça qu'on parle de lucrativité encadrée, même si 95% des structures de l'ESS sont à but non lucratif. Donc c'est-à-dire que les bénéfices, on ne pourra pas les redistribuer au président de l'association, etc. On ne pourra pas les redistribuer du tout, on les utilisera pour la mise en réserve ou pour le bien-être de l'ensemble des adhérents en développant des nouveaux projets, des nouveaux services, etc. Donc voilà ce que ça veut dire cette question de lucrativité encadrée. Et donc toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, de par leur statut, appliquent donc ces trois principes, pardon, un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique et une lucrativité encadrée. Et donc j'ai déjà commencé à vous le dire, mais on retrouve quatre grands types d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire. Donc d'office, toutes les associations, toutes les coopératives. Alors les coopératives, il y en a vraiment diverses formes. Il y a des coopératives agricoles, il y a des SCOP, etc. On reviendra peut-être un peu plus sur les coopératives, mais voilà, donc toutes les coopératives, toutes les mutuelles de santé et d'assurance, parce que vous avez des mutuelles de santé qui vont agir en tant que complémentaire santé, notamment voilà, donc en complémentaire de la sécurité sociale. Et vous avez aussi des mutuelles d'assurance, donc là qui vont plutôt assurer vos véhicules, vos appartements et vos biens, voilà, quand il le faut, mais qui fonctionnent suivant des principes mutualistes. On reviendra, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et vous avez aussi les fondations, donc les fondations qui sont des organismes à but non lucratif qui vont permettre de collecter des dons et financer notamment des œuvres d'intérêt général à but non lucratif, donc des associations ou des biens publics, etc. Voilà, donc toutes les associations, coopératives, mutuelles, fondations rentrent dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est-à-dire que vous, si vous adhérez à une mutuelle, vous avez déjà pu contribuer à l'économie sociale et solidaire. En étant bénévole dans une association, vous avez contribué à l'économie sociale et solidaire. En étant salarié d'une coopérative aussi. Donc voilà, donc d'office, ces quatre statuts juridiques rentrent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014, elle se veut inclusive. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas structuré sous ces quatre statuts-là, vous pouvez maintenant vous être reconnu d'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire si vous avez un statut d'entreprise peut-être plus classique, SA, SARL, autre type d'entreprise, vous pouvez être reconnu société commerciale de l'économie sociale et solidaire. Si vous respectez les trois principes que j'ai énoncés précédemment, que vous les inscrivez dans vos statuts, voilà, il faut faire une demande auprès des tribunaux de commerce pour inscrire ces trois statuts. Donc vous donnez une gouvernance démocratique, vous donnez des règles d'affectation de vos bénéfices. Voilà, il y a des pourcentages à respecter. Donc vous vous donnez ces règles-là, vous les inscrivez dans vos statuts. Les tribunaux décident si oui ou non vous êtes reconnu société commerciale en qualité d'économie sociale et solidaire. Et voilà, et vous vous donnez une utilité sociale aussi. Voilà, but autre que seul partage des bénéfices. Et donc tout ça pour ne pas être exclusif et permettre à des entrepreneurs, d'autres entreprises qui ne sont pas sous les statuts historiques de l'économie sociale et solidaire d'être reconnus ESS et de pouvoir bénéficier de certains financements spécifiques ou dispositifs dédiés aux entreprises de l'ESS. Voilà. Et ça vous permet aussi, en étant reconnu société commerciale de l'ESS, de communiquer sur le fait que vous appartenez à l'ESS de manière légale, officielle, etc. Voilà là-dessus. Alors, voilà pour le petit temps de présentation de l'ESS. Chloé, est-ce qu'il y a des questions déjà? Bonjour à toutes et à tous. Non, pour le moment, pas de questions. Ok,
Super, alors je bois un petit coup, puis je vais reprendre. Juste, voilà, vous avez le volet chat en bas. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que vous avez un petit volet document que vous pouvez télécharger. Donc le diaporama que je vous diffuse, vous pouvez le télécharger. Et je vous ai mis d'autres documents que j'aborderai un peu plus tard pendant la présentation. Donc n'hésitez pas à les télécharger dès maintenant parce qu'une fois que la diffusion sera terminée, vous ne pourrez plus les télécharger. Après, je peux toujours vous les renvoyer par mail. Vous avez mon mail aussi. Donc voilà. Je crois qu'il y a une question, non? J'ai vu un petit truc sur le chat maintenant. C'est pas une question, c'est Marlène Petit-Guillot qui dit que c'est clair et précis. Super, bah, je vais continuer alors. Hop, je bois juste un petit coup. Alors, maintenant, bah, je vous ai présenté un petit peu le périmètre légal de ce qu'on appelle économie sociale et solidaire. Donc maintenant, je vais vous donner des exemples d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc parmi les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Donc c'est des exemples plutôt orléanais, mais bien sûr qu'il existe partout en région Sens et partout en France des entreprises de l'ESS, y compris à côté de chez vous. Hein, dans les plus petits villages, il y a des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc là, je vous présente l'exemple de Saveurs et Talents à Saint-Jean-de-Bray, donc un restaurant par l'insertion, restaurant d'insertion. Donc c'est en fait une entreprise d'insertion par l'activité économique. Donc une entreprise d'insertion par l'activité économique, c'est une entreprise qui va embaucher prioritairement des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis un certain temps. Voilà, pour des raisons diverses. Hein. C'est des personnes qui sont en fin de droit à l'allocation de chômage en général, donc qui ont des difficultés à s'insérer sur le marché du travail, voilà, pour des raisons de qualification, pour des raisons sociales. Et ben les entreprises d'insertion par l'activité économique vont embaucher prioritairement ces personnes-là, voilà, pour leur permettre de mettre un pied dans le monde du travail, retrouver un petit peu, ne serait-ce qu'un rythme. Voilà, parce que quand on n'a pas travaillé depuis un moment, retrouver un rythme de travail, c'est pas toujours simple, et ça leur permet aussi de travailler avec des conseillers en insertion professionnelle, leurs projets professionnels, et leur permettre d'acquérir aussi de nouvelles compétences. Donc dans le cas de Saveurs et Talents, on est sur un restaurant, donc ça va être des activités, bah voilà, de restauration classique, hein, cuisine, service. Ils font traiteur aussi, donc livraison, etc. Donc ça va leur permettre à ces personnes-là d'acquérir des compétences sur ce domaine de la restauration. Et donc voilà, ils servent aussi des repas en agriculture biologique, donc pour pousser un petit peu plus loin leur éthique avec leur volonté d'insertion professionnelle. Et donc Saveurs et Talents a un statut associatif, donc de par ce biais-là, rentre dans le champ de l'économie sociale et solidaire, mais toutes les entreprises d'insertion par l'activité économique, donc il y en a dans des domaines très divers, rentrent dans le champ de l'ESS et parfois elles n'ont pas un statut associatif, coopératif, mutualiste, elles ont un statut SA, SARL, mais en étant reconnues par la directe entreprise d'insertion par l'activité économique, elles rentrent aussi bien évidemment dans le champ de l'ESS parce que là on voit pleinement le côté social et solidaire. Voilà. Donc ça c'est l'exemple de Saveurs et Talents. Un autre exemple d'entreprise de l'ESS, toujours à Saint-Jean-de-Bray, voilà, il y a une dynamique assez forte de l'ESS sur la ville de Saint-Jean-de-Bray dans l'agglomération d'Orléans. C'est la SCOP TPC. Donc je vous ai parlé un petit peu de l'exemple des SCOP tout à l'heure. Donc les SCOP, on en entend pas mal parler, enfin, de plus en plus. Donc peut-être vous en avez entendu parler. Grossièrement, c'est sociétés coopératives et participatives, ou anciennement sociétés coopératives ouvrières de production. Et grossièrement, comme je le disais tout à l'heure, moi je le résume grossièrement en étant des entreprises qui sont possédées par leurs salariés. Voilà, c'est-à-dire que ce sont les salariés qui vont participer à la prise de ces décisions stratégiques, donc qui vont décider des produits ou services qu'ils vont développer dans l'entreprise, en achetant des parts. Donc admettons qu'un jour vous devenez salarié d'une SCOP, et ben la SCOP a, je crois, 2 ans pour vous proposer d'acheter des parts sociales et non pas des actions, d'acheter des parts sociales de la SCOP. Donc en général, le prix des parts sociales est fixé de manière à ce que vous puissiez acheter en tant que salarié des parts sociales. Vous n'êtes pas obligé, mais vous êtes invité, au moins vous êtes obligé de recevoir l'invitation de la part de la SCOP à acheter des parts sociales. Et en achetant des parts sociales, vous en achetez 1, 2, 3, 4. Une personne est égale à une voix, quel que soit le nombre de parts sociales que vous achetez. Vous avez une voix lors de l'assemblée générale annuelle de la SCOP, de l'entreprise, pour participer à la prise de décision sur les grandes orientations stratégiques de l'entreprise. Voilà, donc ça va être élire le gérant de la SCOP, parce qu'il y a des dirigeants dans les SCOP, il peut y avoir un gérant, 2, 3 co-gérants,
mais en étant associé de la SCOP, vous pouvez vous-même vous présenter pour devenir gérant de la SCOP, et vous pouvez aussi élire vos représentants de la SCOP et voilà, avoir un droit de regard sur ce qui se passe au niveau comptable, au niveau de la stratégie de votre entreprise. Vous avez une voix comme tout le monde dans la SCOP. Et donc voilà, donc ça c'est pour le fonctionnement démocratique de la SCOP. Donc ça n'existe pas dans les entreprises sous actionnariat. Vous avez une possibilité éventuellement d'actionnariat salarié dans certaines grandes entreprises, mais ça reste minime dans la proportion des actions qui vous sont offertes, donc vous ne peserez pas forcément très lourd. Tandis que dans la SCOP, quelles que soient les parts sociales que vous achetez, tout le monde a une voix. Voilà. Et l'autre avantage de la SCOP, c'est que dans la répartition des bénéfices, tout à l'heure je vous parlais de lucrativité encadrée, c'est précisément l'exemple des SCOP et des coopératives, où vous avez des parts obligatoirement des bénéfices qui sont mis en réserve, comme je vous l'expliquais, donc 11-12% qui est mis en réserve. En moyenne, on est plus autour de 40% dans les SCOP qui est mis en réserve, voilà, pour assurer la pérennité de l'entreprise. Si jamais une année il y a un coup de moins bien, il y a des réserves. Il y a aussi une part donc des bénéfices qui sont redistribués à l'ensemble des salariés, alors que vous soyez salarié associé ou non. Vous savez qu'en étant salarié d'une SCOP, vous toucherez obligatoirement un certain pourcentage des bénéfices réalisés par l'entreprise. Ça, c'est obligatoire. Encore une fois, dans une entreprise classique, les personnes qui vont décider de reverser des primes aux salariés, ce seront les actionnaires. Voilà, donc c'est eux qui décident. Donc, tandis que là, c'est obligatoire qu'il y ait une part des bénéfices qui reviennent à l'ensemble des salariés de la SCOP. Et enfin, vous avez une dimension lucrative quand même dans la SCOP, mais qui est encadrée. Alors, ça doit être 30%, je crois, maximum des bénéfices de la SCOP qui peuvent être reversés sous forme de dividendes voilà, aux associés de la SCOP. Mais en général, l'ensemble des salariés de la SCOP sont associés. Du moins, la SCOP a une obligation de vous proposer de devenir associé. Après, vous pouvez dire non si vous ne pouvez pas pour des raisons financières, mais en général, les parts sociales sont faites pour que vous puissiez au minimum en acheter une. Ou si vous n'avez pas envie de vous investir plus que ça dans la vie stratégique de l'entreprise, vous pouvez dire non. Mais voilà, il y a une part des bénéfices qui est redistribuée uniquement aux associés, mais en général, tous les salariés sont associés de la SCOP, enfin, du moins on les incite fortement à devenir associés de la SCOP. Donc c'est ça la dimension lucrative qui existe dans certaines entreprises de l'ESS, mais c'est vraiment dans le cas précis des coopératives. Et donc, ça c'est pour la SCOP, mais pour l'exemple précis donc de Saint-Jean-de-Bray, donc de la SCOP TPC, donc c'est une SCOP qui fait du conditionnement pour l'industrie cosmétique, parapharmaceutique et alimentaire. Voilà, ils sont sous-traitants de Dior à Saint-Jean-de-Bray, donc ils vont faire le packaging, voilà, des différents parfums, etc. de Dior. Et donc ils ont d'abord été créés sous forme associative, puis se sont transformés en SCOP. Et l'autre spécificité donc de la SCOP TPC, c'est que c'est une entreprise adaptée également. Donc l'exemple de Saveurs et Talents, c'était une entreprise d'insertion par l'activité économique, donc qui embauche des personnes éloignées de l'emploi depuis un certain temps. Là, la SCOP TPC, en plus d'être une SCOP, c'est une entreprise adaptée, donc c'est une entreprise qui va embaucher des personnes en situation de handicap, voilà, qui va avoir un outil de travail adapté au handicap de ces salariés-là. Et donc, entreprise adaptée, c'est aussi un agrément ou un numéro qui est donné par la directe. Et lorsque vous êtes reconnu entreprise adaptée, indépendamment de votre statut, donc les entreprises adaptées peuvent être des coopératives, des associations, mais il y en a certaines qui sont aussi des SA, SARL, SAS, etc. Mais si elles sont reconnues entreprises adaptées, elles rentrent aussi dans le champ de l'ESS, évidemment, parce que là, on voit aussi bien le côté utilité sociale, c'est permettre à des personnes en situation de handicap d'avoir un outil de travail adapté, justement, et de pouvoir travailler dans des conditions de travail comme n'importe quel salarié. Donc voilà, donc la SCOP TPC, en plus d'être une SCOP, est une entreprise adaptée. Et voilà, dans les SCOP, on parle d'un outil de travail non délocalisable. Non délocalisable, c'est tout simplement parce que les décisions sont prises localement par les salariés de la SCOP, donc ils ne vont pas se décider d'aller se délocaliser dans tel ou tel pays parce que, entre guillemets, le coût du travail est moins cher, parce que ce sont eux qui travaillent, ce sont eux qui prennent les décisions, donc ils n'ont pas intérêt à se délocaliser dans un autre pays, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un outil de travail non délocalisable dans le cadre des SCOP. Et voilà, participation des salariés, ça j'en ai un petit peu parlé. Donc voilà, voilà pour l'exemple des SCOP. J'enchaîne encore sur les exemples, puis si jamais il y a des questions, voilà, on fera un petit stop juste après. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Alors là, un exemple cette fois-ci de mutuelle. Voilà, parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier, mais les mutuelles appartiennent aussi
historiquement au champ de l'économie sociale et solidaire. Alors on parle bien des mutuelles, hein, on parle pas des sociétés d'assurance, parce que dans l'assurance il y a différentes formes d'organismes, on parle bien des mutuelles, vraiment au sens livre de la mutualité, etc. Alors en charte de la mutualité, je crois c'est 1901, mais voilà, il y a aussi une loi qui cadre vraiment les mutuelles. Donc les mutuelles sont à but vraiment non lucratif. Voilà, il y a un système de vote aussi démocratique. Et donc là, c'est l'exemple de la MGN que je vous propose, donc qui est la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, parce que historiquement, les mutuelles sont beaucoup structurées par corporation. Et donc la MGN va gérer le régime obligatoire, donc c'est la sécurité sociale historiquement donc des enseignants et maintenant plus largement des fonctionnaires, mais elle est ouverte à tous hein, maintenant la MGN, donc n'importe qui peut y adhérer. Voilà, donc il gère tout ce qui était régime obligatoire, donc la sécurité sociale et la protection sociale complémentaire, donc la partie vraiment mutuelle. Du coup, puisque quand vous allez chez le médecin traitant, vous avez 2 tiers qui est remboursé par la sécurité sociale, qui est l'État, et le reste est remboursé donc par votre protection sociale complémentaire, qui dans 60% des cas est une mutuelle. Voilà, donc il va vous rembourser le tiers payant, ce qu'on appelle le tiers payant, lorsque vous adhérez à une mutuelle. Voilà, mais c'est obligatoire d'adhérer à une complémentaire santé. Je fais bien le distinguo hein, parce que toutes les complémentaires santé ne sont pas des mutuelles. Il y a des complémentaires santé qui sont des sociétés d'assurance capitalistiques, donc le but c'est de faire du profit. Là, les mutuelles, leur but, elles sont non lucratifs. Donc, leur but, ce n'est pas de faire du profit, c'est de créer un système de mutualisation de la gestion des risques de santé entre adhérents de la mutuelle. Voilà, donc but non lucratif. Alors, les mutuelles, on est sur des millions d'adhérents, donc il peut y avoir des bénéfices qui peuvent être conséquents, mais les bénéfices sont utilisés pour le bien-être des adhérents en développant des nouveaux services, des nouveaux produits d'assurance, en les investissant beaucoup sur la prévention. Hein. Voilà, c'est ce que font les mutuelles, hein, des actions de prévention pour justement limiter les risques de santé. Voire, il y a certaines mutuelles, et là il y a un exemple vraiment très récent, donc c'est le cas de la Maïf, donc qui est une mutuelle d'assurance cette fois-ci. En ce moment, voilà, lié à la situation dans laquelle nous sommes, il y a peu d'accidents de voiture. La Maïf va rembourser, je crois, autour de 30 € chacun de ses adhérents parce que l'argent qui du mois en cours, voilà, comme il y a peu d'accidents réservés pour rembourser les personnes qui ont des accidents, l'enveloppe sera peu utilisée, donc ils vont rembourser l'ensemble de leurs adhérents à hauteur de 30%. Donc voilà, suivant vraiment le principe mutualiste, et ça dans les sociétés d'assurance, je ne pense pas que AXA, qui est une société d'assurance, va proposer de rembourser ses cotisants. Voilà, dans le cadre de la crise que nous traversons et de la baisse des accidents. Donc, voilà. Donc, ça peut aller vers une baisse de cotisation si les bénéfices sont parfois trop conséquents, puisque le but d'une mutuelle, voilà, c'est vraiment de mutualiser la gestion des risques et d'offrir, suivant les aléas de la vie, nos remboursements des frais que l'on peut avoir, donc que ce soit en santé ou en assurance. Et donc, voilà, la MGN fait aussi beaucoup des actions de prévention, de santé, et d'offres de soins accessibles à l'ensemble de la population maintenant. Et il y a un système de gouvernance démocratique dans les mutuelles. Normalement, si vous adhérez à la MGEN, à la Maïf, à Harmonie Mutuelle, on vous invite aux assemblées générales annuelles, et quel que soit l'argent que vous cotisez, alors il n'y a pas 2 contrats d'assurance qui sont identiques, vous avez une voix pour participer à l'assemblée générale. Vous pouvez vous présenter pour être élu de la mutuelle. Alors ça fonctionne par contre par des modes de gouvernance démocratique indirecte. Vous êtes d'abord élus locaux, et ce sont les élus, alors en général c'est à l'échelle des départements. Voilà, après d'une mutuelle à l'autre ça peut varier, mais en général c'est à l'échelle des départements. Vous êtes élu pour la section départementale du Loiret, admettons, voilà, en tant qu'adhérent et en tant qu'une personne égale à une voix. Et les élus départementaux élisent les représentants nationaux de la mutuelle, le conseil d'administration de la mutuelle. En général, ça se passe comme ça, donc il y a un système un petit peu indirect, mais il y a quand même un système, une personne est égale à une voix. Voilà, encore une fois, vous adhérez à une mutuelle, normalement, on doit vous inviter à l'assemblée générale de votre section départementale ou de votre section locale, voilà, si ça ne fonctionne pas à l'échelle d'un département. Donc voilà pour l'exemple de mutuelle, donc vraiment à bien distinguer des sociétés d'assurance, voilà, donc type AXA, qui elles sont des sociétés capitalistiques, donc qui font des bénéfices, qui rémunèrent des actionnaires
voilà, sur vos risques de santé et d'assurance. Donc voilà, ça peut être parfois des choix dans vos choix de consommation, même si quand on choisit une assurance, on regarde souvent le prix. Mais voilà, si vous vous référez à vos valeurs, vous pouvez être aussi sensible à ça, plutôt choisir une mutuelle qu'une société d'assurance. Voilà, et puis après, voilà donc pour les exemples un petit peu de mutuelles. Alors après, hop, j'avais pas, non, j'avais plus rien. Alors ça, du coup, je vous présente rapidement, et puis on reprendra un temps de questions s'il y a des questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à en poser toujours. Donc c'est un petit poster qu'on a édité à la Cresse il y a quelques années maintenant, et qui reflète un petit peu l'ESS dans votre quotidien, pour vous dire qu'en fait, ce que je vous ai déjà un petit peu dit, on parle d'une économie, pas d'un secteur d'activité, qu'elle est partout dans votre quotidien, que vous avez sans doute d'une manière ou d'une autre déjà contribué ou eu affaire à cette économie, voilà, puisqu'elle peut prendre différentes formes. Elle peut prendre la forme d'une entreprise d'insertion du bâtiment. Je vous présentais tout à l'heure Saveurs et Talents à Saint-Jean-de-Bray, mais ça peut être aussi des entreprises d'insertion qui font des travaux de BTP, etc. Donc voilà, ça peut prendre aussi la forme, alors je ne vois pas tout, d'établissements médico-sociaux associatifs. Voilà, il y a des EHPAD qui sont gérés par des associations. Il y a des établissements, des EHPAD ou des établissements médicaux qui peuvent être gérés par des mutuelles aussi, hein, parce que les mutuelles, voilà, sont de grosses structures, voilà, qui ont pas mal d'argent et donc qui peuvent créer des hôpitaux, gérer des hôpitaux pour le bien-être de leurs adhérents. Après, vous avez, hop, tac, hop, vous avez le bus scolaire donc qui est assuré par une mutuelle d'assurance comme la Maïf, la Massif, donc j'ai un petit peu parlé. Vous avez les coopératives agricoles. Dans les coopératives, j'en ai un petit peu parlé aussi. Donc les coopératives agricoles, vous avez par exemple les CUMA, qui sont des coopératives de mutualisation du matériel agricole. C'est des agriculteurs qui se sont regroupés pour acheter en commun le matériel agricole qu'ils utilisent, parce que le matériel agricole, ça peut coûter très cher. Et plutôt que d'avoir chacun son matériel agricole, chacun sa moissonneuse-batteuse, on va en acheter une qu'on va mutualiser, on va se la prêter suivant un planning, etc. Donc c'est le système un petit peu des coopératives agricoles. Il y en a d'autres formes de coopératives agricoles, mais là je vous donne un exemple. Le commerce équitable qui peut être structuré en SCOP. Voilà, vous avez l'exemple des magasins Biocoop, qui sont très souvent des SCOP ou des coopératives. Voilà, c'est-à-dire que les salariés des Biocoop sont tous associés, etc., se répartissent équitablement les bénéfices, ont chacun un droit de vote, et en plus, eux, ils vendent des produits issus du commerce équitable en général dans leurs magasins et de l'agriculture biologique. Les coopératives d'artisans, donc ça peut être l'exemple un petit peu de la SCOP TPC. Le service aux personnes qui peuvent être organisées par une association. Vous avez l'exemple des associations d'aide à domicile en milieu rural, par exemple, les ADMR, vous en avez d'autres, toutes les associations d'aide à domicile. Voilà, le secteur de l'aide à domicile est pas mal structuré sous forme d'associations. Vous avez des banques coopératives aussi, donc dans la famille coopérative qui est très très large, il y a certaines banques qui sont structurées sous forme de coopératives, par exemple le crédit coopératif, vous êtes client et sociétaire de la banque, donc vous avez un droit de regard sur ce à quoi va servir votre épargne. Voilà, vous êtes invité aux assemblées générales sur la transparence de la banque, etc. Donc ce sont les banques coopératives qui fonctionnent par caisse, etc. Les opticiens mutualistes, donc je vous parlais des établissements qui peuvent être gérés par des mutuelles. Moi, c'est l'exemple des opticiens mutualistes qui est géré par la Mutualité française. La Mutualité française, c'est le regroupement des mutuelles de santé, et vraiment des mutuelles de santé, hein, encore une fois, pas des sociétés d'assurance. Et ils gèrent les opticiens mutualistes, donc ils vont permettre d'avoir des lunettes et de vous rembourser. Alors c'est souvent des remboursements et des lunettes qui peuvent être peut-être un peu moins chères que dans certaines enseignes qui sont dites capitalistiques. Voilà. Vous avez aussi donc le centre, je déplace un petit peu, l'association de quartier. Voilà, donc par exemple, donc ça c'est les centres sociaux dans les quartiers qui sont très souvent sous forme associative. Vous avez les pendants aussi un petit peu en milieu rural, les MJC, donc toutes les associations qui vont amener de l'animation sur les territoires, que ce soit les quartiers, les milieux ruraux, etc. Vous avez aussi dans la culture beaucoup d'associations, des associations culturelles qui organisent des festivals. Vous avez des salles de musique qui peuvent être aussi associatives. Je pense à l'Astrolabe à Orléans qui est une association donc qui rentre aussi dans le champ de l'ESS. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je ne vois pas tout ce qui s'affiche, je bouge mon écran.
Hop. On a une question de Valérie qui nous demande est-ce qu'on aurait un exemple d'une société commerciale reconnue comme activité de l'ESS? Alors, il y en a très peu encore en région, des sociétés commerciales de l'ESS. J'ai pas vraiment d'exemple à donner. Je sais pas si Chloé, tu as un exemple en tête, toi. Euh, Si, il y a Empreinte Positive à Blois. ah oui, oui, effectivement. Donc, empreinte positive, oui, empreinte positive. Donc, par exemple, c'est une société commerciale de l'ESS. Donc, c'est une plateforme d'achat responsable en ligne. Il y a un site internet, vous pourrez regarder, qui va mettre en lien en fait des collectivités ou des grandes entreprises qui souhaitent traiter des achats responsables. Donc les achats responsables, c'est vos fournisseurs, qui sont-ils? C'est faire en sorte qu'ils soient un petit peu plus équitables, donc plutôt se fournir, par exemple, c'est une entreprise adaptée ou une entreprise d'insertion, plutôt que dans une entreprise classique. Ça va être plutôt faire des achats responsables auprès d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont à but non lucratif plutôt que de grandes entreprises, etc. Et donc cette plateforme va mettre en lien des collectivités, des grandes entreprises, voilà, qui souhaitent euh, faire des marchés avec des entreprises responsables, type entreprises d'insertion, associations, etc., qui développent des produits et des services en lien avec leurs activités. Voilà, donc ça c'est l'exemple de l'empreinte positive, mais il y en a encore très peu en région, je ne vois pas trop d'autres exemples en tête. Il y en a une trentaine, je pense, en ce moment, des sociétés commerciales de l'ESS. On n'a pas forcément beaucoup de liens avec eux à la CRES, mais voilà, il en existe de plus en plus et empreinte positive en fait partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, pas d'autres questions. Ok. Alors juste voilà, je finissais mes exemples. Il y avait les crèches associatives, voilà, qui peuvent être parentales. Donc là, c'est une crèche qui est gérée par les parents. Vous, si vous avez un enfant à la crèche, vous adhérez, vous pouvez participer à l'assemblée générale, etc. L'entretien d'espaces verts qui peuvent être faits par une régie de quartier. Voilà, les régies de quartier sont un type d'entreprise d'insertion. Vous avez Abrési Développement, qui est une régie de quartier à Saint-Jean-de-Bray, pour vous donner un exemple, voilà, qui passe des accords avec les collectivités pour assurer l'entretien des espaces verts, et donc ce sera fait par des personnes en insertion. Vous avez le village vacances en SIC, pardon. Donc le village vacances en SIC. Le SIC, c'est un type de coopérative. Voilà, on pourra y revenir un petit peu dessus à la fin si vous le souhaitez. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, où les associés ont des casquettes diverses. Voilà. Il n'y a pas que des salariés qui sont associés, au contraire de la SCOP, où ce sont les salariés qui sont associés. Là, vous pouvez avoir différents types de personnes qui peuvent acheter des parts sociales dans la SIC, des bénéficiaires, des collectivités locales, enfin voilà. Mais c'est une autre forme de coopérative encore. Voilà un petit peu donc pour les exemples. Alors là, ce que je vous propose, c'est un petit logo quiz sur l'économie sociale et solidaire. Alors je vais passer rapidement dessus, parce que d'habitude c'est plus interactif quand on est en face à face. Mais là, Jean-Baptiste, avant de passer oui, à autre chose, pardon de te couper, on a une autre question de Christian qui nous demande en quoi une coopérative agricole qui achète du matériel en commun est l'ESS. On va peut-être revenir sur ça. ouais, tout simplement parce qu'elle accomplit les trois principes de l'économie sociale et solidaire. Il y a un but autre que le seul partage des bénéfices dans une coopérative agricole, dans une CUMA, parce que le but, c'est clairement là de mutualiser du matériel agricole et pas de créer une entreprise pour gagner un maximum d'argent. C'est vraiment de mutualiser les coûts de l'entreprise, voilà, pour pouvoir se prêter du matériel. Même si derrière, c'est vrai qu'il y a une finalité économique parce que ça coûte moins cher de se mutualiser du matériel. Et puis il y a une volonté de solidarité, voilà, de se prêter, de s'échanger du matériel. Donc c'est un but autre. Il y a quand même un but autre que le seul partage des bénéfices dans une coopérative agricole de type CUMA. Il y a un système de gouvernance, une personne est égale à une voix. Alors je pense qu'ils achètent des parts sociales, je sais pas précisément comment ça fonctionne, mais j'imagine qu'ils achètent des parts sociales de la coopérative ou ils adhèrent à la coopérative et en adhérant à la coopérative, ils peuvent participer à la prise de décision sur la coopérative, le type de matériel qui va être acheté, ils peuvent participer à l'élection de leurs représentants, voilà, suivant le principe une personne égale à une voix en adhérant à la coopérative. Et il y a sans doute il y a des règles d'affectation des bénéfices. De toute façon, le but premier, je pense, d'une CUMA, c'est pas de faire des bénéfices justement, c'est d'acheter du matériel en commun
Et voilà, et derrière, s'il y a des bénéfices, bah, on les redonne aux adhérents, à l'ensemble des adhérents de la structure. Enfin, on voit bien quand même qu'il y a un but, qu'il n'y ait pas de gagner un maximum d'argent, même si évidemment, en achetant du matériel en commun, ça leur permet de faire des économies. Dans l'entité coopérative CUMA, il y a quand même un but qui est vraiment la mutualisation, de se prêter du matériel plutôt que d'être en concurrence, d'avoir chacun son matériel. Voilà. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère que oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, pas d'autres questions. Ok. Alors juste le logo Quiz ESS, je vous invite à le télécharger, vous pourrez le faire. Je vous le présente rapidement, même si je vous ai déjà donné pas mal d'exemples. C'est quelque chose que j'aime bien faire dans le cadre d'une infocolle classique. Mais bon, là, les conditions font que c'est pas forcément évident. Là, j'ai mis plusieurs logos de grandes entreprises que vous devez tous à peu près connaître. Alors, il y a peut-être Up en général qui est pas connu, mais c'est l'ancien groupe Chèque Déjeuner. Donc, si vous êtes travaillé dans une entreprise qui a des chèques déjeuner, elle adhère, enfin, ou elle paye une cotisation au groupe Up qui lui transmettra derrière les chèques déjeuner dont vous pouvez avoir besoin. Et voilà, après le reste, vous avez différentes entreprises, dont certaines dont j'ai parlé. Et le but, c'est de les reclasser un petit peu dans ce tableau-là, de dire si c'est de l'économie sociale et solidaire ou pas. Voilà, et puis essayer de les classer par statut associatif, coopérative, mutuelle, fondation. Voilà, mais il y a la réponse juste derrière, je vous laisserai faire ça, même si j'ai déjà quand même abordé pas mal de choses, je vous laisserai faire ça chez vous en téléchargeant le PowerPoint, et puis voilà, je crois que vous avez mes coordonnées, de toute façon, vous pourrez me reposer des questions derrière par mail si vous le souhaitez sur ce petit quiz. Hop, là il y a la réponse, je le passe rapidement. Voilà. Donc voilà un petit peu sur les exemples d'entreprises, le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Encore une fois, c'est une économie, pas un secteur d'activité. On peut en faire de différentes manières. Et donc là, je vais vous présenter un petit peu maintenant les chiffres sur ce que ça représente en nombre d'entreprises et en termes d'emploi sur l'ensemble de l'emploi et des entreprises régionales et nationales. Donc à travers les données qui sont issues de notre observatoire, voilà, parce qu'on a un observatoire à la CRES qui est chargé de réaliser des études, notamment sur l'emploi et les entreprises de l'ESS, voilà, pour voilà, former les élus locaux sur l'évolution de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Et donc l'économie sociale et solidaire en région Centre-Val de Loire, c'est plus de 84 000 salariés. Alors c'est des chiffres de 2015. On va bientôt de fin 2015, on va bientôt les réactualiser parce qu'on va avoir de nouvelles données. Donc issues des données INSEE, hein, donc voilà, c'est des chiffres quand même fiables et pertinents. Donc plus de 84 000 salariés en région Centre fin 2015, soit 10,5% de l'emploi régional. Donc vous voyez, 10,5%, ça peut paraître à la fois pas beaucoup, mais c'est pas non plus négligeable. Voilà. Donc quand on va avoir des élus, qu'on leur dit que c'est 10,5% d'emplois sur leur territoire, voilà, ils nous écoutent un peu plus attentivement en général, même si tout l'enjeu de la loi ESS et des missions qu'on peut avoir à la CRES, c'est de faire en sorte que ça pèse encore un peu plus. Et donc à l'échelle de la région Centre, c'est 10,5% des emplois, c'est-à-dire qu'il y a 10,5% des salariés de la région Centre qui travaillent soit dans des assos, soit dans des coopératives, soit dans des mutuelles, soit dans des fondations, soit dans des sociétés commerciales de l'ESS, même s'il y en a encore très peu. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc on est, même si la carte que vous voyez ne l'illustre pas forcément bien, on est quand même dans la moyenne nationale qui est aussi autour de 10,5% de l'emploi dans l'ESS en France. Mais on est derrière des régions comme la région de l'ouest de la France, en général Pays de la Loire et Bretagne, où là on a des taux d'emploi dans l'ESS qui sont autour de 12, 13, 14%. En Bretagne, on est vraiment à 14% de l'emploi dans l'ESS. Donc ça, c'est dû à des raisons un petit peu historiques et culturelles, voilà, où voilà, la fibre sociale est peut-être plus implantée dans la culture bretonne qu'en région Centre-Val de Loire. Voilà un petit peu là-dessus, sur les chiffres, 10,5% de l'emploi. Est-ce que je voulais dire d'autres choses? Oui, ce que je voulais dire d'autre chose, c'était que si on zoome parfois plus précisément sur certains territoires, à l'échelle de communautés de communes par exemple, on peut monter à des chiffres bien plus importants. Alors je crois qu'en région Centre, on a une communauté de communes qui doit monter jusqu'à 30% de l'emploi dans l'ESS. Alors ça peut être sur des communes très rurales, des communautés de communes très rurales, mais voilà, sur certains territoires, quand on zoome un peu plus près, on peut monter sur des pourcentages bien plus conséquents. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que l'ESS, c'est de l'utilité sociale
c'est répondre avant tout à des besoins sociaux sur des territoires, mais ça représente aussi des emplois et parfois un nombre d'emplois qui n'est pas négligeable. Et donc sur cette part de l'emploi dans l'ESS, c'est quand même en région centre à 3/4 porté par des associations. Voilà, les 3/4 de l'emploi dans l'ESS en région est porté par des associations. Et je crois qu'au national, c'est autour de 80% de l'emploi dans l'ESS qui est associatif. On doit être autour après de 10% je dirais coopératif, 5% mutuel, enfin 5, 6, 7% mutuel et 3-4% fondation, quoi. Voilà. Et encore très peu dans les sociétés commerciales puisque c'est assez récent. Hop. Alors du coup, si on zoome, comme je vous le disais, un peu plus à l'échelle des départements dans la région centre, voilà, on observe des dynamiques plus ou moins fortes sur les différents départements. Sur le département du Loiret, on est à 9,8% des emplois départementaux dans l'économie sociale et solidaire, donc inférieur à la moyenne régionale. Mais sur d'autres départements de la région, on a des dynamiques un peu plus fortes en termes d'emploi. Donc là, j'insiste aussi sur le terme emploi, c'est que ces chiffres-là, ils ne reflètent pas les dynamiques bénévoles aussi. Voilà, ça c'est des remarques qu'on me fait et fort juste. Là, ça porte vraiment que sur les dynamiques d'emploi. Il y a aussi beaucoup d'associations, notamment, qui n'ont pas forcément de salariés, mais qui ont des dynamiques bénévoles. Donc les chiffres, si on valorisait le temps de bénévolat au SMIC horaire, voilà, ou sous forme de temps de travail salarié, ça pourrait être des chiffres aussi plus conséquents encore. Et donc voilà, on remarque qu'il y a deux départements où il y a des dynamiques un peu plus fortes en région centre, c'est l'Indre-et-Loire et l'Indre, voilà, où là on est plus autour de 11,5% de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Le Cher aussi est un petit peu supérieur à la moyenne régionale. Et voilà, et on a 70% de l'emploi de l'ESS qui est porté par les associations sur le département du Loiret. Voilà, là aussi, vous pourrez me recontacter si vous souhaitez des chiffres par département. Je ne sais pas d'où vous venez, j'imagine principalement du Loiret, mais si vous venez d'autres départements, que vous souhaitez des chiffres plus poussés sur vos départements, on peut vous transmettre des fiches aussi si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à me le redire par retour mail aussi. Voilà sur les chiffres un peu départementaux, et comme je le disais, si on zoome encore plus précisément sur certaines EPCI, bah voilà, il y a des EPCI très rurales, on peut monter 20-30% de l'emploi. Voilà, donc pour poursuivre un petit peu sur les chiffres, après je reprendrai un petit temps de questions peut-être s'il y en a. Sur les chiffres, donc cette fois-ci, c'est la répartition des effectifs salariés par secteur d'activité. Et donc là, ce sont les secteurs d'activité de l'INSEE. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être certains secteurs d'activité qui n'apparaissent pas. Voilà, donc je pense notamment au tourisme, à l'éducation populaire, voilà, c'est des remarques qu'on me fait assez souvent. Et elles n'apparaissent pas parce que nous, on travaille vraiment avec les données INSEE, donc c'est les secteurs d'activité tels que définis par l'INSEE. Et donc, si on remarque la répartition des effectifs salariés de l'économie sociale et solidaire en région centre, mais en France aussi, on est assez proche des pourcentages nationaux, on remarque que c'est le secteur d'activité de l'action sociale qui recouvre près de la moitié des emplois de l'ESS en région centre, donc presque 45% des emplois. Donc tout simplement, l'action sociale, ça va être travailler dans des associations d'aide au handicap, dans des associations d'aide à domicile dont on a parlé, dans des EHPAD associatives, etc., donc de soutien aux personnes âgées, etc. Et donc cet emploi va représenter dans ces structures-là. Donc ça peut être des métiers très divers, éducateurs spécialisés, infirmier dans un EHPAD, directeur d'un établissement pour personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment tous ces emplois-là qu'on va retrouver dans les 45%. Voilà, c'est là quand même la grande partie des emplois de l'ESS, hein, c'est pas pour rien qu'on s'appelle social et solidaire. Après, l'autre secteur d'activité où il y a pas mal d'emplois dans l'ESS, c'est les activités financières et d'assurance. Vous voyez qu'on peut faire des activités financières et d'assurance dans l'ESS. Donc ça, c'est tout simplement l'emploi dans les mutuelles que je vous ai présenté, dans les mutuelles de santé et d'assurance ou dans les banques coopératives. Voilà, ça va représenter près de 15% de l'emploi de l'ESS régional. Enfin, il y a un autre secteur d'activité qui est assez fort dans l'ESS et dont on n'a pas forcément conscience, c'est le secteur de l'enseignement. Voilà, là aussi, il y a pas mal de questions là-dessus en général. L'enseignement dans l'ESS, c'est beaucoup l'enseignement agricole. Voilà. Vous avez les maisons familiales et rurales, donc qui est un gros réseau de collèges. Je ne sais pas s'ils vont jusqu'au lycée, je crois que c'est collège, voilà, mais qui sont gérés par des associations, tout
simplement. Et l'enseignement agricole privé est souvent aussi associatif. Vous avez aussi les écoles de musique qui sont dans cette part de 12% d'emploi dans l'enseignement dans l'ESS. Donc voilà, puis tout simplement ces postes-là, ça va être enseignant, directeur de maison familiale et rurale, etc. En exemple. Vous avez le soutien aux entreprises aussi qui représente 7,3% de l'emploi. Donc là, ça va être tout ce qui est le réseau BGE, etc. Donc si vous avez un projet de création d'entreprise, France Active, etc., qui sont des réseaux qui accompagnent, qui conseillent à la création d'entreprise, donc qui représentent 7,3% des emplois. Donc là, c'est des emplois de conseillers en création d'entreprise, voilà, tout simplement, ou de directeurs de ces associations-là. Et voilà un petit peu. Et après, vous voyez que l'ESS est présente aussi dans un tas d'autres secteurs d'activité, y compris l'industrie et construction, qui représente 1,3% de l'ESS, des emplois dans l'ESS en région. Donc on peut travailler dans le BTP en faisant de l'ESS. Par exemple, là, ça va être des SCOP, donc des sociétés coopératives, qui vont faire du BTP, mais dont les salariés seront leurs propres gestionnaires de leur entreprise. Vous pouvez avoir aussi des entreprises d'insertion qui font de l'industrie construction, voilà. Et je voulais dire quelques mots aussi sur les secteurs d'activité, c'est dans le sport et loisirs, donc ça représente 3,5% de l'emploi seulement de l'ESS régional, mais si on zoome sur ce secteur d'activité-là, on prend le secteur des sports et loisirs, c'est 80% de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, et c'est principalement de l'emploi dans les associations. Voilà. Le secteur des sports et loisirs, voilà, c'est beaucoup porté par l'économie sociale et solidaire. Un petit peu le même constat dans les arts et spectacles, où il y a pas mal d'emplois dans l'économie sociale et solidaire qui sont portés par des associations, des coopératives dans le domaine des arts et spectacles, du public aussi dans ce domaine-là et aussi du privé lucratif, mais pas mal dans l'ESS aussi finalement. Voilà un petit peu donc pour illustrer la diversité des secteurs d'activité. Voilà, encore une fois, c'est une économie, pas un secteur d'activité. On voit qu'on peut faire de l'ESS dans tous les secteurs d'activité, même si c'est quand même beaucoup d'actions sociales, forcément, parce qu'on s'appelle social et solidaire. Voilà un dernier chiffre, donc peut-être avant de reprendre des questions sur les chiffres et de passer un petit peu au métier. Donc c'était des chiffres sur les départs à la retraite dans l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est des chiffres qui datent un peu. Il faudrait qu'on les mette à jour. Donc c'est fin 2013, donc il y avait 30%, presque 31% des effectifs salariés qui avaient plus de 50 ans. Donc il y avait un gros besoin de remplacer prochainement, d'ici 2025, ces salariés qui partent progressivement à la retraite dans l'économie sociale et solidaire, donc des opportunités d'emploi. Si on zoome par secteur d'activité, dans l'action sociale, donc on a vu que c'était le principal secteur d'activité de l'économie sociale et solidaire en région, puis au national aussi, il y avait quand même près de 32% des salariés qui avaient plus de 50 ans, donc pas mal d'opportunités d'emploi dans ce secteur d'activité de l'ESS. Et si on zoomait par métier, donc ça c'est pas une surprise, le métier de médecin salarié dans l'ESS, parce qu'il y a des médecins salariés dans l'ESS. Alors il y en a très peu, en général les médecins sont plutôt libéraux ou embauchés par des hôpitaux publics ou privés lucratifs, mais il y a des établissements, encore une fois, hospitaliers ou des EHPAD qui peuvent être gérés par des assos ou des mutuelles et donc qui peuvent embaucher des médecins salariés dans l'ESS. Donc, voilà. Et donc il y a 8 médecins sur 10 on va partir à la retraite, mais bon ça c'est un constat qui n'est pas propre à l'ESS, c'est un constat général sur les médecins. Et, voilà, fort métier en tension. Il y a un besoin de médecins aussi bien dans le public, le privé que dans l'ESS. Et aussi, pour illustrer un métier très précis, c'est le métier d'aide à domicile aussi, voilà, où il est fortement en tension. Il y a beaucoup de départs à la retraite qui sont à prévoir sur ce métier d'aide à domicile, d'autant plus qu'on est sur un vieillissement de la population et qu'on risque d'avoir peut-être encore plus besoin de ce métier d'aide à domicile pour faire face à ce vieillissement de la population. Et voilà un petit peu sur des métiers très concrets en tension. Il y en a d'autres. Je sais que les mutuelles ont pas mal du mal à recruter aussi, souvent des conseillers en assurance, etc. Voilà un petit peu là-dessus. Et donc, ça va me permettre de faire la transition sur les métiers. Mais avant, est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Oui. On a une question de Marlène qui nous demande si on a des tendances nationales sur la répartition des effectifs salariés de l'ESS. Ouais. Bah, du coup, ça va reprendre un petit peu vraiment le graphique que je vous ai présenté.
J'ai pas les données exactement nationales en tête, mais on est vraiment assez proche des pourcentages que l'on voit. C'est vraiment au national, principalement de l'action sociale, de l'ESS. Après, il y a vraiment les activités financières d'assurance, l'enseignement et le soutien aux entreprises qui sont les autres secteurs d'activité qui ont pas mal de salariés dans l'ESS. Voilà, on est vraiment sur des pourcentages assez proches au niveau national. Euh, pour avoir des chiffres sur l'échelle nationale, je vous invite à aller sur le site du Conseil national des CRES, ou encore une fois, vous pouvez me renvoyer un mail, je vous renverrai des documents pour vous les donner, parce que je les ai pas en tête, là, malheureusement, mais ils sont relativement proches de ceux que je viens de vous présenter. Voilà, le Conseil national des CRES, donc CNCRES, vous tapez CRES avec 2 S, Conseil national des chambres régionales d'économie sociale et solidaire, vous tapez ça sur Google, vous tombez sur leur site internet, il y a un volet où il y a toutes leurs publications que vous pouvez télécharger. Et là, vous avez des chiffres nationaux sur l'économie sociale et solidaire. Sur notre site, crescentre.org, vous avez les chiffres, différents panoramas régionaux sur l'économie sociale et solidaire qui peuvent être thématiques. Vous avez notamment le panorama sur les départs à la retraite. Là, je vous ai présenté quelques chiffres, mais on a une publication d'une dizaine de pages un peu plus détaillée sur cette problématique-là que vous pouvez télécharger aussi. Je peux vous la renvoyer par mail aussi si c'est plus facile. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur ces chiffres aussi, dans les documents distribués, je vous invite encore une fois à les télécharger, puisque quand on aura fini, ce ne sera plus possible. Il y a un panorama un peu plus fourni sur les chiffres de l'ESS où vous pouvez télécharger, que je vous ai mis. Donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger aussi. Voilà là-dessus. J'espère que ça répond aussi à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Non, pour l'instant, pas plus de questions. Très bien. Ben, je vais poursuivre alors sur les métiers de l'économie sociale et solidaire. Parce que voilà, c'est vrai que d'habitude, dans une formation, temps de sensibilisation en physique, je prends toujours un petit temps pour faire un tour de table avec vous pour vous savoir un petit peu voilà, quelles sont vos attentes et vos situations, pourquoi vous venez à ces informations collectives. Donc il y a souvent des demandeurs d'emploi. Donc on axe un petit peu la présentation aussi sur les métiers qu'il est possible d'exercer dans l'économie sociale et solidaire. Donc ce que je vais vous présenter un petit peu là, même si je l'ai déjà pas mal abordé à travers les secteurs d'activité, en fait, voilà, on l'a vu à travers le graphique, notamment des secteurs d'activité, les exemples que je vous ai donnés, on peut faire tous les métiers en fait dans l'économie sociale et solidaire. Cependant, on a quand même en général plus de chances de travailler dans le domaine de l'action sociale voilà, que dans le BTP, même si c'est possible voilà, de travailler dans une scope qui fait du BTP, voilà, ou d'être conseiller en insertion professionnelle dans une entreprise d'insertion qui fait du BTP. Voilà, donc les métiers vont être sensiblement les mêmes, il y a plus de chances de travailler dans l'action sociale, on va pouvoir faire la même chose, seulement ça va être la différence, ça va être la structure dans laquelle vous insérez, voilà, qui est une structure à but non lucratif, et vous avez vraiment un projet d'entreprise qui est de répondre vraiment à un besoin social fort, plus de gagner un maximum d'argent. Et dans certains cas, notamment les coopératives, vous êtes invité à participer à la prise de décision. Vous avez un droit de vote. Quand vous êtes salarié d'une association, alors vous n'avez pas de droit de vote formel dans les statuts qui dit que les salariés ont le droit de participer à la prise de décision matérialisée par une voix, mais il y a quand même souvent une voix quand même dite consultative. Vous, là, en tant que salarié de l'association, vous êtes permanent, donc vous savez tout ce qui se passe en permanence dans l'association, ce qui n'est pas le cas forcément des présidents qui sont bénévoles, qui ne sont pas toujours présents dans l'association, donc vous êtes quand même très consulté en général dans les décisions stratégiques sur l'entreprise. Donc voilà, le projet doit être différent, vous êtes en principe peut-être un peu plus impliqué, et surtout, vous savez, quand vous travaillez dans l'ESS, votre métier en général, il a du sens, c'est ce qu'on vient chercher quand on va travailler dans l'ESS, parce que voilà, vous répondez avant tout à un besoin lié qui peut être très divers, hein, voilà, plus qu'un besoin de gagner un maximum le plus d'argent possible et de rémunérer voilà, des actionnaires qui ne vous donneront pas forcément de prime à la fin de l'année. Donc voilà. Et donc les métiers, donc il est possible de faire tous les métiers. Donc là c'est un document des plaquettes qui sont issues d'une exposition qu'on a réalisée à la Crest il y a 2-3 ans maintenant, voilà, qui illustre un peu les métiers qu'il est possible de faire dans l'économie sociale et solidaire, mais sachant qu'en fait tous les métiers sont possibles d'être réalisés. Donc j'ai axé quand même sur les principaux secteurs d'activité de l'ESS, donc l'enseignement, donc on a vu c'était 12% de l'ESS, de l'emploi dans l'ESS. Donc bah là, vous pouvez être enseignant, agent de service, cadre spécialiste de la formation, chef d'établissement,
d'établissements scolaires sous forme associative, principalement, chef d'un centre de formation associatif, enfin, voilà. Dans l'aide à domicile, enfin dans l'action sociale, pardon, vous pouvez être à domicile, on en a pas mal parlé, assistant de services sociaux, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé, enfin voilà. Il y a plein de métiers qui sont divers, qui vont dépendre du type de structure dans lequel vous êtes, parce que l'action sociale, c'est un champ très très large aussi. Dans les arts et spectacles, qui est un secteur d'activité où il y a beaucoup de SS aussi, vous pouvez être artiste, cadre de la communication des arts et spectacles, directeur, voilà, professeur d'art. Alors, professeur d'art, ce serait hors établissement scolaire, voilà. Technicien, voilà, donc régisseur, enfin tout ce qui est technique, etc., embauché par une association. Des activités financières d'assurance, vous pouvez être cadre des services techniques d'assurance, cadre commerciaux de la banque, dans les banques coopératives. Vous voyez des métiers qu'on n'associerait peut-être pas instinctivement à l'économie sociale et solidaire, c'est possible de les faire quand même dans certains types de structures comme les banques coopératives et les mutuelles. Et donc, dans le secteur des assurances, donc un petit chiffre, 46,2% des effectifs salariés du secteur des activités financières et d'assurance sont dans l'ESS. Voilà, donc il y a près de la moitié. Si vous êtes dans le secteur bancaire ou de l'assurance, vous avez une chance sur deux quasiment de travailler dans une structure de l'ESS. Voilà, les sports et loisirs aussi, animateur, voilà, vous pouvez être éducateur sportif, voilà, directeur d'une association sportive, voilà, pas mal de choses qu'il est possible de faire. Le soutien aux entreprises, ce que je vous disais, là c'était conseiller en création d'entreprise, cadre spécialiste de la formation, cadre des services administratifs et financiers, voilà, conseiller en ressources humaines, etc. Tout ce qui va être activité vraiment de soutien à la création d'entreprise. Et plein d'autres métiers que je n'ai pas mis, parce qu'encore une fois, vous pouvez tout faire. Voilà. Seulement, il y a quand même des secteurs d'activité qui sont quand même plus ciblés ESS que d'autres, forcément. Voilà un petit peu les métiers qu'il est possible de faire. Et encore une fois, c'est le cadre qui va être différent. Vous êtes normalement plus actif et invité à plus participer au projet de l'entreprise, que vous soyez dans une coopérative ou une association. Voilà un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Non, pas de questions. Ok. Alors, là, c'était juste, je vous ai mis un site qui référence des offres d'emploi fléchées sur l'économie sociale et solidaire. Donc, il va être vraiment tous les emplois que vous retrouverez sur ce site, donc emploi-ess.fr. Ce sera que des emplois dans l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est des entreprises de l'ESS, souvent des grandes entreprises plutôt sur ce site-là, qui postent leurs offres d'emploi. Vous êtes assuré que c'est des structures de l'ESS qui postent leurs offres d'emploi. Cependant, sur les sites de recherche d'emploi classiques, type Pôle emploi, APEC, voilà, on travaille avec l'APEC, normalement ça devait avoir lieu dans leurs locaux. Sur les sites de l'APEC, de Pôle emploi, vous avez aussi des offres d'emploi dans les associations, dans les coopératives, dans les mutuelles, dans les fondations. Cependant, ce ne sera pas affiché en tant qu'économie sociale et solidaire, ce sera un petit peu à vous de regarder le statut de la structure, voilà, savoir si c'est une asso, une coopérative, une mutuelle, pour savoir si ça relève du champ de l'ESS ou pas. Parce que là, ça va être plus des systèmes de recherche par secteur d'activité, par type d'emploi que par type d'économie, entre guillemets, sur les cibles généralistes de recherche d'emploi. Même s'il me semble que l'APEC a mis en place quand même un système de mots-clés dans leur recherche, où si vous tapez économie sociale et solidaire, il doit apparaître des choses. Je vous laisserai vérifier si vous le souhaitez. Et il y a d'autres sites qui sont plus fléchés ESS par secteur d'activité que j'ai pas noté, mais que je vous invite à noter. Et pareil, là, on pourra échanger dessus si vous le souhaitez par la suite. Vous avez le site de l'URIOPS. URIOPS, donc c'est URIOP2S. URIOPS, Centre Val de Loire. Là, qui va référencer, alors, c'est la Fédération des associations du sanitaire et social régional, qui référence, alors qui ont plein d'actions différentes, mais qui entre autres référencient les offres d'emploi de leurs adhérents. Donc là, ça va être vraiment des offres d'emploi dans le secteur du sanitaire et social, de l'action sociale, dans l'ESS en région, dans des assos qui viennent en aide aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, etc. Donc URIOP, Centre Val de Loire, si vous souhaitez travailler plutôt dans le domaine de l'action sociale dans l'ESS, je vous invite à aller sur ce site internet, et URIOPS, comme ça se prononce, avec 2 S à la fin. Et sinon, pour le secteur de l'environnement, là c'est plus l'environnement, éducation à l'environnement, il y a un site aussi qui est pas mal,
qui référencie pas mal d'offres d'emploi, vraiment plutôt dans l'associatif aussi, sur l'environnement cette fois-ci. Il y a des offres aussi de services civiques, et voilà. C'est le site Réseauti, donc réseau, comme ça se prononce, au singulier, -TEE, donc transition écologique énergétique, ça doit être ça, réseau TEE. Et donc là, ils ont une page où vous avez des offres d'emploi dans les associations environnementales, voilà, puisque l'ESS est très présente aussi sur les associations de protection de l'environnement. Donc je vous invite à regarder là-dessus si vous êtes intéressé par ce secteur d'activité-là. Voilà, puis il y a aussi d'autres sites que j'oublie, spécialisés sans doute, qui peuvent référencier dans le sport, les offres d'emploi de l'ESS, etc. Donc voilà pour les sites un petit peu, que je vous invite à consulter si vous cherchez un emploi et que vous êtes sensible à la question de l'ESS. Voilà, donc quelques zooms maintenant sur les formations qui mènent à l'économie sociale et solidaire en région Centre-Val de Loire. Alors les formations, ça va être un petit peu comme les métiers. Il y a évidemment, je pense même 95% des gens qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire n'ont pas de diplôme économie sociale et solidaire. Ils ont en général un diplôme qui est lié à leur secteur d'activité. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une banque coopérative ou une mutuelle, il va avoir plutôt un diplôme de type assurance ou voilà, administratif, financier, etc. Voilà, quelqu'un qui fait de l'aide à domicile, il va avoir plutôt un diplôme d'aide à domicile, etc., plutôt qu'un diplôme économie sociale et solidaire. Mais cependant, il y a de plus en plus quand même de formations vraiment qui forment de manière très transversale et généraliste à l'économie sociale et solidaire en région Centre-Val de Loire. On en répertorie 3 à ce jour en région Centre. Donc vous avez la licence professionnelle d'ailleurs qui ne s'appelle plus comme ça. Management des organisations innovantes, solidaires et entrepreneuriales, Moïse à l'IUT de Châteauroux, donc dans l'Indre, donc qui est ouverte en formation initiale et en formation continue. Donc voilà, n'importe qui peut y accéder. Si vous êtes en reconversion, vous pouvez intégrer cette formation-là. Donc c'est une licence professionnelle sur 1 an avec 6 mois de cours, vraiment généraliste sur l'ESS, hein, les différents statuts, voilà, ça forme vraiment à être travailler, chargé de mission de manière transversale dans des associations, dans des mutuelles, etc. Donc 6 mois de cours et 4 à 6 mois de stage en fin d'année. Donc ça, pour l'intégrer, c'est un niveau bac plus 2 puisque c'est une licence professionnelle, donc un bac plus 3. Voilà, donc ouvert à tous. Donc il s'appelle plus maintenant Moïse, mais il s'appelle GoESS, comme ça se prononce. Vous tapez licence professionnelle GoESS dans Google, c'est à l'IUT de l'Indre à Châteauroux. Vous trouverez les informations, notamment voilà, plus d'informations sur les modules proposés et voilà, comment déposer un dossier de candidature si vous êtes intéressé par cette formation-là. Vous avez également le certificat d'innovation sociale, le CNAM, porté par le CNAM Centre-Val de Loire, pardon. Donc il là aussi est ouvert en formation continue et là va être plus sur un rythme, alors je crois qu'il se réunissait 1 fois par semaine il me semble. La première promotion est sortie très récemment. Alors pour l'instant ils n'ont pas forcément prévu de relancer une deuxième promotion, mais voilà, ça ne devrait pas tarder je pense. Donc voilà, donc le certificat d'innovation sociale est aussi très transversal à l'ESS et là vous allez avoir différents modules aussi de présentation des statuts, de l'ESS plus précisément, des zooms par secteur d'activité plus précis, notamment avec l'URIOPS dont je vous ai parlé qui peut intervenir pour les assos du sanitaire et social. Enfin voilà, c'est assez généraliste et ça zoome par secteur d'activité de l'ESS aussi ce certificat. Donc là aussi, vous pouvez mener vos recherches sur Google pour avoir des informations plus précises sur ce certificat-là, ou je peux vous en donner aussi si vous le souhaitez. Même si le lancement d'une prochaine promotion n'est pas encore prévu, enfin voilà, je peux quand même vous transmettre les coordonnées pour avoir des informations plus précises dessus. Et enfin, donc le dernier diplôme que l'on a en région Centre-Val de Loire, c'est le diplôme dirigeant d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, le DEESS, qui est porté par l'ERTS d'Olivet, donc là qui est plutôt sur 18 mois, il me semble, et qui est plutôt à destination des dirigeants et futurs dirigeants d'associations, de coopératives, de mutuelles de la région. Voilà.
et donc vraiment fléché dirigeant et donc ouvert en formation continue aussi évidemment. Et alors par contre il y a une petite spécificité, alors après à voir s'ils ont évolué ou pas, mais c'était qu'il fallait être en poste déjà dans la structure pour pouvoir bénéficier de cette formation-là. Après à reconfirmer avec eux si vous êtes intéressé par cette formation-là. Donc c'est-à-dire que vous devez déjà être dirigeant d'une association en région centre ou pressenti pour prendre la suite de l'association suite à un départ à la retraite par exemple d'ici 2-3 années ou voilà 2-3-4 années ou si vous êtes amené à monter en compétences, devenir responsable, etc. Voilà, mais il faut déjà être en poste en général pour se prétendre à cette formation-là. Après, c'est toujours possible de demander des informations parce que je pense qu'ils ouvrent de plus en plus, notamment parce qu'ils ont eu pas mal de retours comme quoi c'était pas toujours simple pour les personnes qui n'étaient pas déjà en poste de répondre à cette formation-là. Et donc c'est un rythme aussi là qui est d'une fois par semaine, il me semble, enfin voilà, avec différents modules spécifiques vraiment au management des structures de l'ESS avec le côté notamment gouvernance qui est très spécifique. Hein. Quand vous êtes directeur d'une association, bah, vous travaillez en binôme avec votre président d'association. Donc c'est vous aider à travailler tout ça avec des bénévoles qui sont des parties prenantes dont on n'a pas forcément à faire, même pas à faire quand on est dans une entreprise classique. Et donc il va illustrer un petit peu toutes les spécificités du management de l'ESS et les spécificités aussi budgétaires, etc. Voilà, donc ça, c'est les 3 formations qui existent. Donc, je vous invite à mener vos recherches directement si vous le souhaitez sur Google. Encore une fois, vous avez le PowerPoint que vous pouvez télécharger. Sinon, moi, je peux vous redonner en tant que chargé de formation des informations si vous le souhaitez par la suite sur ces formations-là, les contacts des référents de ces formations-là si vous souhaitez poser des questions plus précises. Et voilà. Et encore une fois, donc ça, c'est les formations régionales. Il existe des formations ailleurs, notamment des masters ailleurs qu'en région Centre-Val de Loire, spécialisé dans l'ESS. Et encore une fois, suivant le type de métier vers lequel vous vous dirigez, c'est parfois quand même mieux de passer par une formation sectorielle que par une formation généraliste à l'ESS. Ça va dépendre un peu de votre projet professionnel. Et dans bien des cas, on passe plus par une formation dite sectorielle que par une formation spécifique à l'ESS, même s'il y a de plus en plus de diplômes ESS qui se développent. Voilà là-dessus sur les diplômes un peu en région, mais voilà. Voilà un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, Chloé? Non, pas de questions sur les métiers. Très bien. Ah, si, pardon, on a une question de Quentin Prigent. Une personne qui est en train de créer son entreprise de l'ESS peut-elle être éligible à la formation DEESS de l'ERTS? Quand on est en phase de création d'entreprise? Oui. Alors ça, c'est une bonne question. J'ai pas forcément la réponse. Je pense que c'est possible à mon avis, mais j'ai pas forcément la réponse. C'est un cas spécifique quand on est amené à créer et qu'on est. Je pense qu'on est. Ouais, bah, je pense que ça me paraît possible parce que quand on est amené à devenir dirigeant en créant une entreprise, je pense que c'est possible. Après, c'est aller vérifier sur leur site internet. Et moi aussi, je peux transmettre les coordonnées des personnes qui gèrent la formation pour leur demander directement la réponse, mais c'est une bonne question. Je pense que c'est possible à mon sens, mais je ne suis pas certain. C'est une bonne question. Très bien. D'autres questions? Non, pour l'instant, pas d'autres questions. Ok. Bah, j'entame un petit peu la dernière partie de la matinée. Donc là, c'est plus pour les personnes éventuellement qui ont plus là des projets de création d'activités. Voilà, je ne sais pas si on a parmi le public de participants, mais voilà, c'est l'idée de là, c'est de vous orienter, de vous donner un petit peu quels acteurs peuvent vous accompagner suivant le type de projet que vous pouvez avoir. Parce que nous, à la CRES, je reviens juste après sur les missions de la CRES, on n'a pas pour mission d'accompagner des porteurs de projets. Nous, on a plus une mission d'orientation de porteurs de projets qui peuvent relever de l'économie sociale et solidaire, les renvoyer vers le bon interlocuteur qui peut vous accompagner suivant le type de projet que vous avez. Et donc, parmi ces personnes qui peuvent, ces structures qui peuvent vous accompagner dans vos projets de création d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, vous avez l'Union régionale des SCOP et des SIC, Île-de-France, Centre Orléanais, Dom-Tom, voilà, il n'y a plus Haute-Normandie maintenant, qui est une structure qui va pouvoir vous accompagner dans la création de SCOP ou de SIC, qui sont deux types de coopératives qui se développent de plus en plus en ce moment. Donc, ça peut être des créations ex nihilo, c'est-à-dire que vous êtes deux, trois
salariés, 2-3 porteurs de projets qui souhaitent créer une entreprise sous forme de scope, donc en se partageant le pouvoir et les bénéfices et les résultats. Vous pouvez faire appel à l'Union régionale des scopes et SIC. Et l'Union régionale des scopes et SIC fait aussi de la transformation, parce que j'en ai pas parlé encore, mais les scopes, on en entend pas mal parler en ce moment sur le dirigeant qui part à la retraite, la transmission d'entreprise sous forme de scope, le dirigeant d'entreprise qui part à la retraite, qui ne trouve pas forcément de repreneur ou qui souhaite transmettre son entreprise à ses salariés, eh bien, sous forme de scope, de coopérative, eh bien, il peut le faire avec l'appui de l'Union régionale des scopes et des SIC. Voilà, on entend aussi souvent création de scope à la barre, notamment voilà, dans le cadre de cession d'activité des salariés qui se regroupent et qui rachètent leur entreprise. Voilà, l'Union régionale des scopes et SIC peut aussi accompagner à ça. Et voilà, donc l'Union régionale des scopes et SIC accompagne à la création d'entreprises, notamment de scopes et de SIC. Voilà, ils ont aussi un dispositif qui s'appelle l'Alter-Incube, qui est un incubateur d'innovation sociale que vous pouvez intégrer en remplissant un petit dossier. Voilà, pareil, on pourra vous donner plus d'informations si ça vous intéresse. Voilà, je sais que Quentin notamment travaille dessus, qui nous écoute. D'Alter-Incube, du coup, qui va vous permettre, si vous avez une idée qui répond à une innovation sociale, donc qui répond à un besoin social, à une innovation sociale, vous pouvez faire un dossier, l'incubateur va vous aider à créer cette entreprise, à lui donner un statut, un modèle économique, à vous poser les bonnes questions pour vous aider à créer cette entreprise, de passer de l'idée au projet, voilà, très concrètement. J'espère ne pas dire de bêtises, mais on pourra vous donner plus d'informations si vous êtes intéressé par cet incubateur qui est porté donc par l'Union régionale des scopes et SIC. Et l'Union régionale des scopes et SIC, si vous voulez en savoir plus sur les scopes et les SIC, donc j'ai pas mal parlé des scopes, mais pas forcément beaucoup dans les détails, je vous ai pas du tout parlé des SIC. Si vous souhaitez plus d'infos sur ces deux types d'entreprises coopératives, vous pouvez vous inscrire aux informations collectives. Ils font des informations collectives, donc comme je l'ai fait moi, donc ils les font en physique normalement. Donc là, je ne sais pas s'il y en a des prochaines prévues, mais je vous invite à cliquer sur le lien du diaporama. Vous avez les dates, le calendrier des informations collectives. Après, je ne sais pas du coup si celles qui sont prévues voilà, au mois d'avril sont maintenues sous forme de visioconférence ou pas. Enfin, toujours est-il que vous avez le calendrier sur toute l'année. Donc, n'hésitez pas à regarder. Vous avez les dates des informations collectives pour avoir plus d'infos sur ces statuts de scope et de SIC si ça vous intéresse. Autre possibilité, lorsque vous créez une entreprise de l'ESS, je ne vous en ai pas parlé encore, ce sont les coopératives d'activité et d'emploi, les CAE. Donc les coopératives d'activité et d'emploi, en fait, ça va être ce qu'on appelle des coopératives d'entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs donc qui ont chacun un projet d'entreprise qui peut leur être propre, qui vont se regrouper au sein d'une coopérative pour mutualiser la gestion administrative, comptable et financière de leur entreprise, qu'ils vont déléguer à la coopérative. Ils vont mutualiser en tant qu'entrepreneur ce service-là, hein, parce que quand on crée une entreprise, voilà, c'est pas forcément la partie la plus simple, hein, la partie comptable est la partie la plus attrayante aussi. Et ils vont se regrouper, ces entrepreneurs, et mutualiser la gestion de leur entreprise via cet outil coopératif d'activité et d'emploi. Voilà. L'autre avantage des coopératives d'activité et d'emploi, c'est que c'est un système qui vous permet de vous auto-salarier, en fait. Quand vous intégrez une coopérative d'activité et d'emploi, vous passez d'abord par un CAPE, donc il y a un type de contrat, mais après, au bout d'un an ou plusieurs années d'activité, vous signez un CDI avec la coopérative, et en signant un CDI, vous pouvez bénéficier des avantages, entre guillemets, du salariat, donc de la protection sociale du salariat, etc., notamment. Et voilà, donc, en plus de l'administration administrative et comptable, vous pouvez avoir un cadre plus sécurisé que le statut d'entrepreneur en étant salarié entrepreneur d'une coopérative d'activité et d'emploi. Le petit inconvénient dans tout ça, c'est que ça peut peut-être coûter un peu plus cher, entre guillemets, qu'un statut d'auto-entrepreneur, dans le sens où, en étant adhérent de la coopérative d'activité et d'emploi, vous devez reverser une part des bénéfices de votre entreprise à la coopérative, tout simplement pour assurer sa mission de mutualisation, etc. Parce que la coopérative va embaucher des responsables comptables, etc., qui vont gérer tout ça, donc il faut bien les rémunérer, donc ils vont prélever une partie de votre chiffre d'affaires pour la mutualisation de ce service-là. Et comme je vous le disais, vous vous auto-salariez, c'est-à-dire que les charges sociales et patronales
que vous payez pour votre entreprise, pour vous auto-salarier et bénéficier du statut de salarié, c'est vous qui les payez. Ce qui c'est via votre chiffre d'affaires, via votre entreprise. Ce qui fait que c'est peut-être plus cher entre guillemets qu'un statut d'auto-entrepreneur, mais cependant, vous bénéficiez d'un cadre sécurisé, d'un statut de la sécurité sociale, de mutualisation de services administratifs comptables. Il y a aussi des formations communes qui peuvent être organisées par les coopératives pour les adhérents de la coopérative. Voilà. Et donc, l'exemple que je vous donnais là, c'est l'exemple d'Odyssée Création, donc, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, qui va avoir différents, je crois qu'ils sont 80 entrepreneurs salariés, qui vont avoir des casquettes très diverses, voilà, qui vont mutualiser la gestion administrative de leur entreprise. Mais dans Odyssée Création, ils sont généralistes. Vous avez tout type d'entrepreneurs. Vous avez par exemple des responsables de communication qui sont dedans, des personnes qui peuvent faire des bijoux artisanaux. Je crois qu'il y a un coiffeur aussi dedans. Vous voyez, les secteurs, les entrepreneurs ont vraiment des activités très diverses, mais cependant, ils mutualisent la gestion commune de leur entreprise via cet outil coopératif d'activité et d'emploi. Et donc, Odyssée Création fait aussi des informations collectives aux 4 coins de la région centre. Alors, c'est pareil, dans le contexte actuel, je ne sais pas, c'est des réunions d'information physique habituellement. Voilà, je ne sais pas s'ils peuvent en faire en ligne ou pas. Enfin, toujours est-il que voilà, d'ici quelques semaines, ce sera à nouveau possible d'avoir des réunions physiques. Je vous invite donc à cliquer sur le lien que je vous ai mis. Vous avez les dates d'information collective. Vous pouvez vous y inscrire si ce statut de coopérative d'activité et d'emploi vous intéresse. Là, c'est plus si vous êtes porteur de projet avec un projet plutôt individuel que collectif. Voilà, le statut de coopérative d'activité et d'emploi est assez méconnu et peut être une alternative au statut d'auto-entrepreneur en vous offrant un cadre plus sécurisé. Vous avez aussi comme coopérative d'activité et d'emploi en région centre Artefact. Donc Artefact qui est basé à Orléans et à Tours aussi. Voilà, qui est une coopérative d'activité et d'emploi qui a le même fonctionnement un petit peu qu'Odyssée Création, sauf que là, elle va être plus spécifique au secteur culturel et numérique. C'est-à-dire que les entrepreneurs que vous aurez chez Artefact, ils n'ont pas des casquettes aussi diverses qu'Odyssée Création, ils seront vraiment sur le secteur de la culture et du numérique. Donc on peut retrouver des artistes, des vidéastes, des comédiens, des graphistes, etc. Voilà. Donc, si vous vous destinez plus vers ce type de métier-là, Artefact peut aussi être intéressant de se renseigner sur Artefact et de les rencontrer. Voilà un petit peu sur le statut spécifique de coopérative d'activité et d'emploi. Voilà, donc après je voulais vous dire quelques mots quand même sur le mouvement associatif Centre Val de Loire. Le mouvement associatif donc, qui fédère l'ensemble des associations et celles de la région centre, tout simplement pour vous dire qu'ils mettent en place un réseau de conseillers associatifs, donc qui sont présents, il y en a une quarantaine, qui maillent le territoire de la région centre Val de Loire. Ces conseillers associatifs, eux, sont en capacité de vous accompagner à la création d'associations et dans vos aides de financement associatif, voilà, notamment des financements CAPASSO qui sont des financements spécifiques aux projets associatifs. Le réseau des conseillers associatifs peut vous aider à la création d'associations. Donc là, c'est plus si vous avez un projet associatif qui soit employeur ou non. Voilà, vous avez les CRIB aussi. CRIB, c'est CRIB. Alors, je ne sais jamais ce que ça veut dire, mais il y en a un ou plusieurs par département qui peuvent vous conseiller à la création d'associations ou même plus généralement sur la vie associative. Si vous êtes membre d'une association, que vous avez des besoins particuliers, vous pouvez vous adresser aux conseillers du mouvement associatif ou au CRIB, voilà, qui sont présents sur les différents départements. Sur le Loiret, c'est la Ligue de l'enseignement du Loiret qui porte le CRIB. Voilà, et enfin, un dernier mot sur France Active Centre Val de Loire. Donc là, qui est une association qui va être plutôt vous accompagner sur le volet financement de votre entreprise. Et là, c'est tout type d'entreprise. On est plutôt sur des TPE, PME, et il y a des financements, des dispositifs aussi spécifiques aux entreprises de l'ESS. Donc France Active, c'est une association qui va permettre de vous donner des garanties bancaires, voilà, lorsque vos projets bien ficelés, voilà, que vous êtes en recherche de financement, que vous cherchez à mobiliser des banques pour avoir des emprunts, etc. Vous pouvez faire appel à France Active pour qu'ils vous aident à obtenir des garanties bancaires. Ils vont analyser vos documents budgétaires, vous aider à les construire de manière à ce que vous puissiez lever des financements plus facilement en ayant une garantie bancaire France Active.
Voilà. Et France Active met aussi en place des dispositifs financiers, des prêts spécifiques qui peuvent être à taux zéro, notamment pour les structures de l'ESS. Voilà, donc vous pouvez aussi faire des demandes de financement à France Active qui peut faire des prêts à taux zéro pour vous aider à lancer votre activité. Donc voilà quelques mots aussi sur France Active, voilà, parce que ça peut être intéressant sur le volet financier de votre structure. Je vous invite à aller là aussi sur leur site internet, vous verrez un petit peu les dispositifs plus précis qu'ils mettent en place, parce que je les ai pas tous en tête et il y en a pas mal. On peut aussi nous vous orienter vers eux si vous le souhaitez. Voilà un petit peu donc sur les quelques réseaux qu'on souhaitait vous présenter sur le volet vraiment si vous avez plus un projet de création d'entreprise et que vous souhaitez être dans l'ESS, maintenant que vous savez mieux ce que c'est. Voilà, je voulais juste vous dire quelques mots pour finir sur cette partie-là. Alors malheureusement ça a été un petit peu repoussé, mais on est en train de mettre en place la plateforme Essor Centre Val de Loire, donc une plateforme qui sera disponible en ligne prochainement. Le lancement devait avoir lieu le 27 avril, mais il a été repoussé à une date ultérieure. Voilà. Et la plateforme Essor, en fait, c'est si vous êtes porteur de projet, c'est une plateforme qui va vous permettre de référencer, de savoir, suivant le projet que vous avez, quelle offre d'accompagnement et de financement sera adaptée à vos besoins par rapport à votre projet et sur votre territoire. Voilà, ça va vous orienter vraiment vers le bon interlocuteur suivant votre projet, votre secteur d'activité, le statut auquel vous vous destinez, le territoire sur lequel vous êtes. Vous avez un petit questionnaire qui va vous orienter vers le bon interlocuteur. Si vous avez un projet de l'ESS, on est vraiment toujours sur la création de projets. C'est un site qui va faire une veille sur les appels à projets nationaux, régionaux, à destination des entreprises de l'ESS, donc tous les appels à projets auxquels vous pouvez éventuellement répondre suivant votre secteur d'activité, statut, etc., seront référencés sur ce site internet. Voilà, vous aurez aussi un outil d'autodiagnostic d'innovation sociale qui vous permettra de savoir si votre projet relève ou non de l'innovation sociale. Parce que l'innovation sociale, j'en ai abordé, mais je n'en ai pas forcément beaucoup parlé. En relevant de l'innovation sociale, qui a une définition très spécifique, hein, c'est la réponse à des besoins peu ou mal satisfaits sur des territoires, vous pouvez avoir droit à des financements spécifiques ou intégrer le dispositif AlterIncube dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, qui est le dispositif d'incubation, d'incubateur d'innovation sociale. Voilà, vous avez simplement une idée, voilà, vous répondez à une innovation sociale, vous pouvez intégrer AlterIncube qui va vous accompagner, vous aider à structurer un peu votre projet. Donc il y aura cet outil-là d'autodiagnostic de l'innovation sociale de votre projet. Et vous trouverez aussi, bien sûr, plein d'informations sur l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire de manière générale. Et donc cette plateforme Essor, on devait la lancer le 27 avril, malheureusement, mais ça a été reporté, donc je ne sais pas trop où ça en est. Mais voilà, je vous inviterai à aller consulter les actualités de la Crèce Centre Val de Loire, donc notre page Facebook, notre site internet. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter aussi. Vous serez informé de quand cette plateforme sera en ligne si cela vous intéresse. Voilà là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Non, on n'a pas de questions. Très bien. Et du coup, voilà, si vous avez des questions sur tout ce qui a été dit, voilà, n'hésitez pas à les poser parce que là je vais présenter la Crèce et après ce sera terminé. Donc j'en ai pas forcément pour très long pour présenter nos missions. Je vous invite encore une fois à télécharger les documents parce que voilà, on va bientôt terminer. Si vous avez des dernières questions, c'est le moment de les poser. Ou si vous souhaitez que je vous ouvre le micro, parce que c'est aussi possible, alors, là on n'est pas beaucoup, je peux vous ouvrir le micro si vous souhaitez poser votre question oralement ou dire des choses, voilà, c'est possible, donc notez-le dans le chat. Alors, je vous présente maintenant rapidement l'émission de la Crèce, même si on les a déjà un petit peu abordées à travers les choses que je vous ai dites. Donc les CRES, Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Il y a une CRES par région. On n'est pas reconnu en tant que chambre consulaire comme la chambre de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture, mais cependant on est quand même agréé par l'État et la région Centre-Val de Loire comme étant la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Centre-Val de Loire. Et donc, en tant que chambre régionale d'économie sociale et solidaire,
on a des missions qui nous sont confiées par la loi ESS dont je vous ai parlé au début, différentes missions qui doivent être accomplies par la chambre régionale. Donc il y en a une par région. Donc, pareil, hein, si vous travaillez ou vous habitez dans d'autres régions, il y a des équivalents des CRES. Vous tapez CRES et le nom de la région et vous trouverez la CRES sur les autres régions. Donc toutes les CRES ont des missions qui leur sont communes. Donc une mission de représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est une mission vraiment de représentation de l'ensemble des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations, des sociétés commerciales de l'ESS maintenant, représentation de l'ensemble de ces structures-là auprès des pouvoirs publics, donc notamment du conseil régional. Donc c'est un petit peu une action de lobbying dans les grands schémas de développement, notamment économique, qu'on retrouve à l'échelle de la région ou des EPCI. Et bah, la CRES, nous on rédige des contributions, on rencontre les élus pour leur dire d'inclure des lignes sur leur schéma de développement, notamment de financement de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Donc, vraiment de représentation, action de lobbying. On a une deuxième mission d'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises. J'en ai déjà assez largement parlé juste avant. C'était un petit peu notre mission d'orientation de porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire vers les différents dispositifs que je vous ai un petit peu présentés, même si il y a sans doute d'autres dispositifs que je ne vous ai pas présentés. Donc c'est cette mission de développement économique. C'est aussi dans cette mission de développement économique faire connaître les statuts pour entreprendre dans l'économie sociale et solidaire, les statuts associatifs, qui sont des statuts qui peuvent être mobilisés pour créer une entreprise. Hein. Ça peut être le statut de SCOP, de SIC, le statut de coopérative d'activité et d'emploi. Donc ces trois statuts qui en général sont assez méconnus, y compris par les entrepreneurs et les conseillers en création d'entreprise. Donc on sensibilise ces deux publics à la création d'activités dans l'ESS aussi. Donc c'est un petit peu cette mission-là. Une mission d'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises de l'ESS. Donc là, c'est un petit peu les missions qui vont être les miennes. Développer des cycles de formation spécifiques aux dirigeants de l'ESS. Donc là, on travaille pas mal avec le RTS d'Olivet sur la formation de dirigeants d'entreprise de l'ESS, par exemple. Mais c'est aussi une mission de sensibilisation, de faire connaître l'ESS auprès de différents publics. Donc on a un public qui est prioritaire en région Centre-Val de Loire, c'est le public des jeunes. Voilà, donc moi concrètement, j'interviens beaucoup au lycée, à l'université pour présenter l'économie sociale et solidaire aux jeunes parce que ce n'est pas dans les manuels scolaires. Donc voilà, c'est vraiment animer des temps de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire comme je peux le faire aujourd'hui auprès du tout public. Voilà, ça va être mes missions, mais on peut aussi animer des temps de formation auprès de techniciens de collectivités locales, d'élus locaux, parce que de manière générale, l'ESS est très peu connu. On a tous une idée de ce que ça peut être, mais il y a quand même besoin de sensibiliser à ce que c'est, parce qu'il y a quand même une définition légale, même si on a tous une idée de ce que ça peut être, il y a quand même une définition. Donc faire connaître l'ESS, donc c'est un petit peu cette mission de formation, sensibilisation qui est la mienne. Voilà, la quatrième mission, donc contribution de la collègue, donc c'est en fait les données que je vous ai présentées, la mission d'observation que je vous ai un petit peu présenté. On a une chargée d'études qui réalise des études, 3-4 études par an sur l'emploi dans l'ESS pour alimenter la mission de lobbying, etc. et suivre un petit peu comment l'emploi évolue suivant les différentes politiques publiques mises en place. Donc c'est notre mission d'observation. Donc les graphiques que je vous ai présentés tout à l'heure ont été réalisés par notre chargé d'études. Voilà, et puis la dernière mission, donc, qui est plus sur la dimension européenne de l'ESS, donc appuyer à l'établissement de liens entre les entreprises du secteur établi dans les autres États. Donc c'est travailler sur les coopérations de l'ESS inter-États membres de l'ESS. Donc nous, malheureusement, on n'est pas une région frontalière avec un autre pays de l'UE, donc on a peu cette dimension-là, même si on peut être amené dans le cadre de différentes missions, voilà, notamment avec l'Agence de développement économique de la région, à travailler avec d'autres pays de l'Union européenne. Voilà, on a aussi cette mission-là, et cette mission aussi d'information des entreprises de l'ESS sur les aides que l'Europe peut mettre en place à destination des structures de l'ESS, donc via les différents programmes d'aide au développement rural, notamment le Fonds de solidaire européen, etc. Donc voilà, une dimension européenne dans les missions. Et plus largement, la grande mission transversale de la CRES, c'est faire connaître vraiment l'ESS à différents publics, hein, les élus, les jeunes, les conseillers en création d'entreprise, voilà, pour faire en sorte qu'on passe de 10,5% à un petit peu plus à l'avenir, parce que c'est une entreprise une économie, voilà, où nous on constate, notamment sur la mission de sensibilisation, qu'il y a de plus en plus de gens
qui pourraient être intéressés par cette économie-là, mais qui ne la connaissent pas. Donc c'est le but de ces réunions d'information collective, voilà, d'essayer de faire connaître un petit peu plus. Et on est certain, on pense que si plus de gens connaissaient cette économie-là, peut-être qu'elle se développerait aussi un petit peu plus, même s'il faut bien évidemment les financements qui vont avec. Voilà un petit peu là-dessus. Donc je vous remercie de votre attention. J'espère que tout s'est bien passé au niveau technique, que j'ai été clair. On